Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Un grand plaisir de vous convier à ce nouveau webinaire du Louvain médical. Apparemment, nous ne devrions pas avoir de soucis techniques. Donc, comme vous le voyez, je suis accompagné ce soir du professeur Michel Jadoul, que je vais introduire dans 2 petites minutes. Donc, je vais partager avec vous les diapositives. Voilà, c'est parfait. Donc, un grand plaisir de vous convier donc, au webinaire du Louvain médical que nous avons donc introduit il y a quelques années avec un succès croissant. Alors, je ne peux m'empêcher au titre de rédacteur en chef de vous convier à vous abonner ou vous réabonner au Louvain médical pour une pléthore de raisons que je ne vais pas énumérer ici, mais votre soutien en tant que lecteur, mais également rédacteur d'articles est extrêmement important pour maintenir notre revue. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, si vous êtes abonné à la revue, nous essayons d'évoluer et de changer un peu notre style. Et voilà la nouvelle couverture du dernier numéro. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, ces concepteurs et plusieurs personnes qui ont eu l'occasion de la découvrir nous ont donné des échos très positifs de ce nouveau type de couverture. Alors aussi important, le Louvain médical tente d'être de plus en plus actif sur les médias sociaux, en particulier LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Votre soutien également sur cette plateforme est extrêmement important pour assurer notre visibilité. Donc, suivez-nous. On sera de plus en plus actif et vous allez rapidement vous en rendre compte. Alors, quelques petites informations pratiques. Donc, on essaye d'ici des locaux du Louvain médical d'éviter tout problème technique et toute interférence, mais veillez surtout à éteindre le son, la caméra. On ne veut pas savoir ce qui se passe chez vous ce soir. Regardez-nous, mais nous ne voulons pas être intrusifs, certainement pas. Alors ce soir, nous avons l'énorme plaisir de convier le professeur Michel Jadoul, qui n'a pas besoin de véritable introduction, donc qui fut pendant de nombreuses années chef du service de néphrologie, mais qui est toujours extrêmement actif dans la communauté néphrologique belge, européenne et globale, et qui va vous faire le point sur la révolution des inhibiteurs CGLT2 dans la prise en charge de la maladie rénale chronique, les leçons d'EMPA Kidney. Alors Michel, tu es à côté de moi, je vais te céder l'écran pour 45 minutes de présentation. Pas de crainte, tout ceci a été accrédité et nous vous donnerons en fin de session toutes les informations utiles et pertinentes pour obtenir votre accréditation. Michel, je te donne le podium. Merci Cédric, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation d'abord. C'est un plaisir de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et je vais commencer comme il se doit par la classique déclaration d'intérêt. Et vous allez voir que je vais à plusieurs reprises mentionner CADIGO, qui est l'organisation, la fondation d'utilité publique dont j'ai le plaisir et le privilège d'être coprésident, co-chair, comme on dit en anglais, depuis maintenant plusieurs années et qui publie les guidelines mondiales en néphrologie. Par ailleurs, j'ai un certain nombre de contacts avec une série de laboratoires, comme disent les Français, ou de firmes pharmaceutiques, dont vous avez les noms, mais franchement, le contenu de mon exposé n'est pas influencé. Par contre, il est influencé par le fait que la néphrologie, après des années que j'aurais envie de qualifier de disette, est en plein mouvement. Et CADIGO, donc, dont j'ai le plaisir d'être coprésident, a publié online le 13 mars dernier, et la veille de la journée mondiale du rein, le World Kidney Day, les guidelines concernant la prise en charge de la maladie rénale chronique. Ces guidelines ont été téléchargées, alors la DIA, d'il y a quelques jours, disait des dizaines de milliers de fois. En fait, on est à 250 000, et j'ai appris ce week-end, et elles sont en accès libre sur le site de CADIGO si vous voulez consulter le document complet qui a 314 pages. Mais je pense que nous allons voir les points principaux, en tout cas certains des points principaux ce soir. Alors, je suis tout à fait confiant que l'immense majorité d'entre vous connaissent ce qu'on appelle la heat map, c'est-à-dire la gradation du risque de quoi? Du risque de décès, d'insuffisance rénale dite terminale, un terme qu'on essaye d'éviter de plus en plus, d'événements cardiovasculaires ou d'insuffisance rénale aiguë sur un fond d'insuffisance rénale chronique. Et les couleurs vous disent dans quel contexte ou avec quel niveau en vertical
de filtration glomérulaire ou de GFR, comme dirait votre labo, puisque le franglais est quand même bien implanté chez nous. GFR, G1, c'est plus de 90, c'est tout à fait normal. 60 à 89, c'est légèrement réduit, mais encore normal. Et puis 45, 59, c'est G3A, 30 à 44, 3B, G4 entre 15 et 29 et G5, ce qu'on appelle la défaillance rénale en dessous de 15. Alors ça vous est bien connu. Votre laboratoire vous fournit, quand vous demandez une prise de sang avec une mesure du taux de créatinine, vous fournit sur base d'une formule validée, le plus souvent CKD, puis il y en a d'autres, vous fournit une estimation de la filtration glomérulaire. Il y a un deuxième axe qui est l'axe horizontal. Et l'axe horizontal, il y a 3 niveaux d'albuminurie. A pour albuminurie. Le A1, c'est tout à fait normal. Je vous rappelle que si vous dosez l'albumine ou les protéines dans les urines, de préférence l'albumine, mais si vous dosez les protéines, c'est utile également. De grâce, faites un dosage de créatinine également, ce qui va compenser pour le degré plus ou moins grand de dilution ou de concentration de l'urine. Le plasma est une solution extrêmement stable. L'urine est une solution dont la composition varie énormément. Et la meilleure manière de corriger pour la dilution ou la concentration, traduisez les boissons en gros, hein, est de mesurer en même temps que l'albuminurie la créatininurie. Alors, moins que 30 mg par gramme, c'est tout à fait normal. Et donc, si on a moins que 30 mg par gramme d'albuminurie et une filtration glomérulaire qui dépasse 60, on est dans le vert. On est, comme disent les jeunes, on est tranquille. Vous voyez que si on va vers la droite, vers une albuminurie de niveau A2, c'est ce que les endocrinologues ou diabétologues appelaient, et Cadigo se bat pour qu'on n'emploie plus ce terme, la microalbuminurie. C'est des petites quantités d'albumine, entre 30 et 300, mais c'est la même albumine, bien entendu, que la quantité soit de 200 ou de 2000. Hein. La protéine n'est pas différente. Vous voyez que déjà à ce niveau-là d'albuminurie, on est dans le jaune. Et si la filtration glomérulaire est légèrement, modérément réduite, par exemple, disons 55, là encore, on est dans le jaune. Et plus on va vers la droite ou plus on va vers le bas, plus on est dans l'orange, pour ne pas dire le rouge, pour ne pas dire en bas à droite, dans le rouge vif, on va dans le but. Alors ça, c'est la heat map, donc la représentation graphique selon l'albuminurie et le débit de filtration glomérulaire du risque. Et le risque, il est finalement extrêmement similaire pour tous les événements dont j'ai parlé, le décès, la dialyse pour faire court, les événements cardiovasculaires et d'autres. Il y a une troisième dimension dont je parlerai peu ce soir, mais qui reste importante en médecine, c'est la cause. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si on n'a pas de traitement pour certaines causes de maladies rénales chroniques, on a maintenant des agents de plus en plus efficaces pour ralentir la dégradation de la fonction rénale. Donc, je ne parlerai pas de la cause aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le néphrologue de votre choix. Cela va de soi. Alors, je disais, quel que soit l'événement, le décès, l'infarctus myocardique, l'AVC, la mortalité cardiovasculaire, la dialyse, l'insuffisance cardiaque avec hospitalisation, l'insuffisance rénale aiguë, l'AFA, l'hospitalisation, quelle qu'en soit la cause, ou l'artériopathie périphérique, eh bien, ma co-chairwoman de Cadigo, Morgan Grams de NYU à New York, a montré récemment dans une cohorte de plus de 27 millions de sujets, elle a montré très clairement que, quel que soit l'événement considéré, la tendance est la même. Quand on va de en haut à gauche à en bas à droite, on va vers le rouge, pour ne pas dire le rouge bordeaux, alors même que ceci est ajusté pour l'âge, le sexe et les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, le diabète, le tabac, l'hypertension, le cholestérol, les facteurs de risque qualifiés en jargon cardiologique, on va dire, de Framingham. Donc, en 2024, lors de la mise à jour Cadigo, vous remarquerez que la heatmap, même si les couleurs ont légèrement changé, le design des figures change avec les périodes, mais vous remarquez que fondamentalement, il n'y a pas de changement important. Le message reste inchangé, ce qui est important pour assurer. Donc, reconnaître la cause reste important. Les guidelines Cadigo en parlent. Je montre 7 seules diapositives qui rappellent que le contexte clinique, est-ce que c'est une découverte fortuite ou est-ce que le patient est symptomatique? Si oui, qu'est-ce qu'il a comme symptômes? Le contexte familial et les antécédents personnels, le contexte social et environnemental, les médicaments en cours, parfois passés, l'examen clinique, le labo, l'imagerie, parfois la biopsie rénale que le néphrologue fera. Tout ceci peut contribuer à un diagnostic plus précis, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, de la cause de la maladie rénale chronique. Alors, un point clé, c'est que
la prise en charge du risque cardiovasculaire chez le patient atteint de maladie rénale chronique est un sujet qui intéresse beaucoup les néphrologues, assez peu les cardiologues, et c'est une formulation diplomatique, j'ai beaucoup d'amis cardiologues. Or, il y a un peu moins d'un an, il y a eu dans Circulation, qui est une grande revue de cardiologie de l'American Heart Association, il y a eu cette figure dans laquelle vous reconnaissez évidemment la heatmap, hein, avec le sommet en haut à gauche en vert, et puis à mesure qu'on va en bas vers la droite, et dans laquelle un groupe dans lequel il y avait 3 néphrologues, mais une grande majorité de cardiologues, recommande à l'avenir de réaliser des examens d'urine dans des groupes à risque et de traiter ou référer au néphrologue. Et j'ai la faiblesse de croire que ça va être ce qu'on appelle en anglais un game changer, c'est-à-dire que ça va changer la pratique des cardiologues. Alors, les conséquences de la maladie rénale chronique à l'échelle du globe sont majeures. Un adulte sur 10 dans le monde a une maladie rénale chronique. On parle d'une prévalence de 10 à 11%. Ça fait 850 millions d'individus. Ça augmente malheureusement. Évidemment, le diabète continue à gagner en prévalence, notamment dans les pays émergents. Et on vit lentement, mais sûrement encore un peu plus vieux. C'est une deuxième cause de l'augmentation de la prévalence des maladies rénales chroniques. Ceux qui sont moins éduqués ou défavorisés sur le plan socio-économique, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle, je vais dire, d'un continent, sont clairement davantage à risque et les décès cardiovasculaires et pas seulement la dialyse sont évidemment des problèmes majeurs liés à cette pathologie. Alors le problème principal auquel je et mes collègues néphrologues nous sommes confrontés, c'est que la maladie rénale chronique est une maladie qui est finalement assez peu, voire pas symptomatique pendant longtemps. Et donc si vous n'avez pas une prise de sang et une analyse d'urine dans les cas précoces, vous risquez de passer à côté du diagnostic. Parce que le prurite ou les édèmes, le prurite c'est très tardif au stade 5, hein, quand la GFR est en dessous de 15, l'oligurie c'est plutôt rare, les édèmes c'est dans les maladies glomérulaires ou au stade 5, mais plutôt rarement avant. Bien sûr, l'hypertension et la fatigue sont fréquentes, mais l'hypertension à partir de 60 ans, ça concerne probablement 20% de la population, et la fatigue, comme je l'ai enseigné pendant longtemps aux étudiants, la moitié de la Belgique est fatiguée aujourd'hui, l'autre moitié pourrait l'être demain. Donc ça n'est pas d'une grande aide pour penser à la maladie rénale chronique comme étant une cause possible des symptômes non spécifiques. La perte d'appétit, même problème. Or, il est important d'intervenir tôt. Cette diapositive représente deux situations qui sont un peu aux extrêmes de la courbe de gauche. Vous faites un diagnostic de la maladie rénale chronique quand la GFR, le débit de filtration glomérulaire, comme on dit à Paris, est de 20. Et si vous mettez en route un traitement actif, par exemple un inhibiteur GLT2 comme l'empagliflozin, vous voyez qu'on va retarder, je vais venir au résultat de l'étude EMPA-Kidney, on va retarder la dialyse de 1,9 ans. Mais si vous faites le même diagnostic beaucoup plus tôt dans ce qu'on appelle l'histoire naturelle de cette pathologie, et vous voyez qu'entre le placebo et le groupe empagliflozin, on peut retarder la dialyse d'un quart de siècle. Et donc, une partie de ces patients risque fort de ne jamais avoir besoin de dialyse et de mourir tranquillement d'autre chose, et on leur aura épargné toute une série de contraintes. Donc, intervenir tôt, comme dans beaucoup d'autres domaines en médecine, est essentiel. Et j'ai coutume de montrer cette diapositive parce que j'entends souvent l'argument de la polypharmacie. Alors, la polypharmacie est bien entendu un problème pour tous les patients avec des multicomorbidités. Or, le diabète, l'hypertension, les vasculopathies athéroscléreuses sont fréquentes chez les insuffisants rénaux chroniques. Mais il n'empêche que, comme je vais le montrer dans la suite de l'exposé, si on préserve la filtration glomérulaire, par exemple avec un inhibiteur GLT2, très clairement, on va devoir donner moins d'autres médicaments. On aura moins besoin de traitement pour l'anémie, parce que l'hémoglobine va remonter. On aura moins besoin de traitement pour l'hyperkaliémie. Le taux d'acide urique va baisser. Bref, il y a sur la colonne de gauche la liste des facteurs qui sont influencés par le débit de filtration glomérulaire. Eh bien, quand on prescrit un inhibiteur GLT2, on fait, si j'ose dire, un strike. Hein, c'est ce que la diapositive est censée illustrer. Et on va gagner sur plusieurs tableaux en termes de filtration glomérulaire, de fonction du rein et aussi de polypharmacie. Donc, il est, je pense, vous comprenez toutes et tous qu'il est important de dépister tôt les maladies rénales chroniques. Cadigo dit ça depuis une réunion de controverse qu'on a organisée à Mexico il y a 6 ans maintenant.
L'Association américaine du diabète, il n'y a aucun doute, les diabétiques doivent avoir un examen d'urine, même si leur fonction rénale dans la prise de sang est normale. Ça, toutes les autorités, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe, sont d'accord là-dessus. Mais les autres groupes à risque, et quels sont ces groupes à risque? Ces groupes à risque, c'est tous ceux qui ont en gros des facteurs de risque cardiovasculaire, soit une maladie déjà avérée, ils ont fait un infarctus, un AVC, ils sont hypertendus, ils sont obèses, ils sont tabagiques, ils ont plus de 60 ans, c'est une limite arbitraire, ils sont diabétiques, ils ont une dyslipidémie, ou autre facteur de risque clair, nous avons tous des gènes que nous avons reçus de nos parents. Et si on a une histoire familiale de dialyse ou de transplantation rénale, clairement, on a soi-même, même si ce n'est pas une maladie autosomique dominante ou récessive, on a soi-même un risque nettement accru d'avoir un jour un problème d'insuffisance rénale. Enfin, toutes les femmes qui ont un antécédent de prééclampsie ou tous les hommes ou femmes qui ont un antécédent d'insuffisance rénale aiguë sont également très clairement des groupes à risque de maladie rénale chronique. Or, le dépistage, il est en fait extraordinairement simple. Il y a deux choses à faire. La prise de sang que vous allez faire dans des bilans de santé et vous allez mesurer le taux de créatinine. S'il y a un doute, on peut mesurer la cystatine. S'il y a des questions, on peut y revenir, mais je ne vais pas insister. Mais la deuxième chose, c'est l'examen d'urine. Et en tant que bruxellois, je ne peux résister à l'utilisation de Manneken Pis, qui est une de mes dias favorites de Bruxelles, pour souligner l'importance de l'analyse d'urine. Je redis ce que j'ai déjà dit, c'est qu'on ne mesure jamais la protéinurie ou l'albuminurie sans mesurer la créatinurie qui va corriger pour la dilution au nom de l'échantillon. Et enfin, que si vous avez un taux de créatinine élevé ou une GFR en dessous de 60, il va de soi que ça doit être suivi d'un examen d'urine pour vérifier s'il y a un phénomène fonctionnel ou au contraire un phénomène organique. Et la plupart des néphropathies s'accompagnent d'albuminurie, par exemple, ou d'anomalies du sédiment. Alors, je reviens à ce qu'a dit l'American Heart Association, c'est toujours le même article de Circulation, juste pour souligner que je montre par la flèche rouge ici qu'en effet, l'American Heart recommande dorénavant un examen d'urine UACR. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Urinary Albumin Creatinine Ratio. C'est donc le rapport de la mesure de l'albumine sur la créatinine dans les urines, tout simplement. J'ai tous les patients à risque et je ne vais pas revenir sur la définition de risque. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de dépister tôt les patients? Mais parce qu'on est de mieux en mieux armés. J'ai connu le début des inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour préserver la fonction rénale, et puis la classe suivante, qui est équivalente, qui n'est ni mieux ni moins bien que les IEC, c'est les sartans que vous connaissez depuis un quart de siècle, on va dire, hein, et Barry Brenner, qui est décédé il y a quelques semaines, avait montré dans un travail chez les diabétiques de type 2 que le losartan fait mieux que le placebo chez des diabétiques avec néphropathie et albuminurie. Pourquoi est-ce qu'il fait mieux? Parce que le losartan réduit l'albuminurie 40%, là où le placebo ne change pas l'albuminurie. Et donc, très clairement, l'effet de réduction de l'albuminurie protège les reins. Mais le point clé de la diapositive, c'est, outre l'effet, la différence entre les deux courbes, le point clé, c'est la flèche rouge qui vous montre que le risque résiduel d'arriver en dialyse, end-stage renal disease, c'est l'ordonnée, est de, à 48 mois, de 25%. Si j'avais pris la diapositive qui montre le risque d'arriver en dialyse ou de décéder, on est quasiment à 45%. Donc, inutile de dire qu'il y a ce qu'on appelle de nos jours un unmet need ou un risque résiduel, et que donc il était important d'avoir des traitements supplémentaires. Alors, il y a eu des essais. Les essais les plus connus, ça a été avant les inhibiteurs GLT2, les essais combinant un IEC et un sartan. Ça a donné essentiellement des ennuis et pas de bénéfices. Il y a eu 3 grandes études dans le Lancet et le New England, dont vous avez les noms sur la diapo, sous double blocage, IEC plus sartan ou aliskiren, qui est un ersatz, on va dire. Il y a davantage d'épisodes d'insuffisance rénale et d'hyperkaliémie, et il n'y a pas de bénéfice néphroprotecteur clair détectable. Donc, exit le double blocage. Et puis, on a eu la chance, et ceci n'est pas une critique vis-à-vis de cette boîte pharmaceutique, d'avoir GSK. GSK a mis au point l'Avandia, et l'Avandia était une glitazone, qui était un traitement extrêmement efficace du diabète de type 2, qui réduisait l'hémoglobine glyquée de manière très efficace. Mais dans le suivi après commercialisation, on s'est rapidement rendu compte, alors que ça n'avait pas été évident lors des essais de phase 3, qu'il y avait un bon nombre de cas d'insuffisance cardiaque sous Avandia. Et donc,
la FDA et l'Agence européenne du médicament ont dit à l'industrie pharma, à l'avenir, si vous développez d'autres médicaments, il est essentiel que vous nous montriez non seulement que c'est efficace sur le plan de l'amélioration du contrôle du diabète, mais aussi que c'est sûr sur le plan cardiovasculaire et rénal. Et donc, l'industrie s'est évidemment engouffrée, puisque le diabète type 2 est, si j'ose dire, un gros marché avec beaucoup de patients. Et donc, une de ces classes médicamenteuses sont les inhibiteurs SGLT2 qui vont, comme on dit à Paris, nous faire pisser du sucre, puisqu'on bloque la réabsorption de glucose au niveau du tubule proximal, parce que le SGLT2 est bloqué. Alors, les conséquences de cela, c'est qu'on a une glycosurie, bien entendu, on a une diurèse osmotique et une natriurèse, parce qu'il y a du sucre, mais il y a aussi du sel qui suit. Il y a donc une petite contraction volumique, il y a une petite perte de poids, puisqu'on perd du sucre dans les urines, il y a une petite réduction de la pression artérielle. Oh, beaucoup de diabétiques ou d'insuffisants rénaux chroniques ont une hypertension artérielle. Bref, il y a toute une série d'avantages. Mais malgré ces avantages, je dois reconnaître que personne ne s'attendait à ce qui a été présenté il y a maintenant 9 ans. C'est quand, avec l'empagliflozin, Zinman a montré à l'Association européenne du diabète que chez les diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire, le critère d'évaluation primaire de décès de cause cardiovasculaire, d'infarctus non fatal ou d'AVC non fatal, sous empagliflozin, il n'était non seulement pas pire, mais il était même moindre. En d'autres termes, l'empagliflozin a un effet cardioprotecteur. Et l'effet n'est pas seulement cardioprotecteur, puisqu'il y a également un effet néphroprotecteur. Christophe Vanner, qui est un ami, l'ancien président de la Société européenne de néphrologie, l'ERA, a montré dans une analyse secondaire du même essai clinique EMPA-RECORD-COM que la progression de la maladie rénale chez ces diabétiques, c'est-à-dire le passage à l'albuminurie A3 ou macro si vous préférez, le doublement de la créatinine ou la dialyse ou le décès de cause rénale, eh bien, le risque était réduit de 39%, un hazard ratio de 0,61. Alors, on a aussi appris au cours de cette étude, et ça c'est très important pour la suite, on a aussi appris au cours de cette étude que quand on commence un inhibiteur GLT2, il y a un petit investissement à faire, il y a un dip de 3 à 4 millilitres de la filtration glomérulaire. Vous voyez que ces sujets à haut risque cardiovasculaire avaient une filtration glomérulaire dans les limites de la normale. Et quand on commence l'empagliflozin, on a investi 3 à 4 millilitres, mais après la courbe est horizontale pendant 4 ans quasiment. Alors que l'autre groupe se détériore de manière quasiment linéaire. Au bout des 4 ans de suivi, on a donc une différence de 6 millilitres en gros. Et si on arrête l'empagliflozin, on récupère les 3 quarts de l'investissement. Donc on a 9 millilitres de différence entre le groupe empagliflozin et le groupe placebo. Donc, l'industrie, là encore, a réagi au quart de tour. Et il y a 3 grandes études qui ont été menées. La première avec la canagliflozin, c'est l'étude Credence. Ce ne sont que des diabétiques de type 2. Ils ont tous une albuminurie A3 macro, comme disent les endocrinologues, si vous préférez, et un débit de filtration glomérulaire entre 30 et 90, résultat présenté il y a exactement 5 ans, et qui montre un gros bénéfice de la canagliflozin par rapport au traitement standard, c'est-à-dire un IEC ou un sartan, et une statine et une bonne prise en charge du diabète, une réduction du risque de 30%, un hazard ratio 0,7, et je vous laisse compter le nombre de zéros après le point. Donc c'est très hautement significatif. Deuxième étude qui a été menée par Guido Spink avec la dapagliflozin. Les critères d'inclusion, c'était à la fois des diabétiques de type 2 et d'autres néphropathies albuminuriques. Donc, quasi la moitié n'avaient pas de diabète. Ils avaient tous un IEC ou un sartan depuis 4 semaines. Ils avaient une albuminurie entre 200 et 5000. C'est à la base des critères de remboursement de la dapagliflozin et depuis peu de l'empagliflozin et la GFR entre 25 et 75. Là encore, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. Le bénéfice est tout aussi net sur le critère d'évaluation primaire qui est très similaire à celui de l'étude Credence, une réduction de risque de 39%. Si vous excluez le décès cardiovasculaire, la réduction du risque est de 44%. Ça parle de soi. La troisième étude, la plus grande et la plus récente, c'est EMPA-Kidney. Il y a 8 pays qui ont participé, 2 pays en Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, 3 grands pays d'Europe, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, et 3 pays d'Asie. Donc on a un échantillon qui est relativement bien représentatif à l'échelle, disons, des pays de revenus moyens ou élevés. C'est la Chine, le Japon et la Malaisie, comme vous avez pu le lire sur la diapo. Alors,
EMPA Kidney a randomisé, l'étude a été menée par le Clinical Trial Center d'Oxford, mais pour le compte de la société qui commercialise l'empagliflozine, qui était déjà commercialisé comme agent antidiabétique. C'est une étude de phase 3 qui va donc randomiser 6600 patients, soit à l'empagliflozine 10 mg et un traitement standard, ou un placebo et le traitement standard. Et le critère d'évaluation primaire, c'est la progression de la maladie rénale, c'est-à-dire une réduction d'au moins 40% de la GFR, ou une GFR qui est en dessous de 10, c'est-à-dire on est au bol, la dialyse où on y est, ou l'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire on est tout simplement en dialyse, ou le décès cardiovasculaire, une série de critères d'évaluation secondaire que je ne vais pas détailler. Les critères d'inclusion étaient, qu'ils ont un traitement par IEC ou sartan, sauf s'il n'y a pas d'indication. Et vous allez voir que si on a une GFR entre 20 et 45, ce sont des patients qui sont à haut risque d'arriver en dialyse dans les mois ou années qui suivent. Et donc, le protocole n'exigeait pas que les patients qui ont entre 20 et 45 de GFR, comme votre labo vous en fournit la valeur, il n'exigeait pas que ces patients aient une albuminurie. Par contre, s'ils avaient entre 45 et 90, ils devaient avoir une albuminurie qui dépasse 200, comme dans l'étude d'APACIKD. Pour le reste, c'était des adultes consentant à cette étude, comme toutes les études de ce type. Et ils ne pouvaient pas avoir de double blocage IEC plus sartan, ils ne pouvaient pas avoir de traitement immunosuppresseur. Les diabétiques de type 1, les polykystiques, les greffés rénaux étaient exclus de manière assez compréhensible. Caractéristiques des malades, ils ont un âge moyen de 64 ans dans les deux groupes, et ils sont bien balancés, il y a 3300 patients dans chaque groupe. Il y a plus d'un sur deux qui n'a pas de diabète, 54%. Les causes de maladies rénales sont variées, la GFR est de 37, c'est-à-dire plus basse que dans les autres études, et l'albuminurie est de 330, c'est-à-dire qu'elle est plutôt modérée. Ça n'a rien d'étonnant, puisque entre 20 et 45, on n'exigeait pas qu'ils aient une albuminurie qui dépasse 200, et certains patients n'en avaient pas du tout. Alors, l'étude a été, comme les précédentes, arrêtée prématurément parce que le risque d'arriver en dialyse ou d'avoir un décès cardiovasculaire était réduit de 28%, ce qui est très hautement significatif. Le nombre de patients à traiter pour avoir un bénéfice clinique chez un patient est seulement de 28, et les deux courbes se séparent relativement rapidement avant la première année, et la différence ne fait qu'augmenter. Donc, il n'était pas éthique de laisser se poursuivre l'étude. Alors, bien entendu, quand j'ai assisté à la présentation de ces résultats à l'American Society of Nephrology il y a exactement 2 ans, je me suis rué, puisque l'article a été publié sur le site du New England au même moment, je me suis rué sur les figures avant que Will Harrington d'Oxford me présente les figures, et j'avais eu la réponse à ma question. Je n'étais donc pas surpris. Donc, tout ce qui est à gauche de la ligne verticale, tout ce qui est à gauche veut dire l'empagliflozine fait mieux que le placebo. Vous voyez que qu'on ait un diabète ou qu'on ne l'ait pas, qu'on ait une GFR inférieure à 30, de 30 à 45 ou supérieure à 45, l'empagliflozine fait mieux que le placebo. Par contre, alors que si l'albuminurie dépasse 300, elle est de niveau A3 selon Cadigo, il y a un énorme bénéfice. Vous le voyez très clairement, on est très à gauche. Mais si l'albuminurie est de niveau A2 ou A1, le bénéfice, il tente à exister, mais il n'est pas significatif pour A2. Il n'y a pas de bénéfice clinique pour A1. Alors, Will Harrington ne s'est pas tenu battu, et il a voulu vérifier sur une analyse de pente, slope en anglais, il a voulu vérifier deux choses. Est-ce que la pente dite chronique, et la pente chronique, c'est la pente après ce que j'ai appelé le dip, c'est-à-dire la chute de 3 à 4 millilitres au début de l'étude. Donc, chronique, on part d'ici et on va jusqu'à la fin de l'étude. Et la pente totale, c'est on part de l'initiation du traitement et on va jusqu'à la fin de l'étude. Et donc, on sait que quand on fait une analyse de pente sur un paramètre qui est continu, au lieu de faire une analyse sur un paramètre discontinu, le patient est en dialyse ou il n'est pas en dialyse, il est décédé ou pas décédé, bien évidemment, ce sera plus puissant sur le plan statistique. Et on considère habituellement que réduire la pente, ralentir la dégradation de 0,5 à 1 millilitre par minute et par rang est considéré comme pertinent. Alors, l'analyse de pente, vous avez ici de nouveau la ligne verticale à droite, et tout ce qui est à droite, cette fois-ci, de la ligne verticale, c'est l'EMPA fait mieux que le placebo. Et vous voyez qu'il n'y a strictement rien à gauche. Donc, dans tous les sous-groupes, même le sous-groupe qui a une albuminurie UACR dans la partie inférieure de la diapositive, même dans le sous-groupe qui a une albuminurie A1,
vous voyez que l'empagliflozine fait mieux que le placebo. La différence entre les deux groupes est de 0,78, on va dire 0,8 millilitres. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, il y a 1,6 millilitres de différence. Si c'est quelqu'un qui est relativement jeune, ça veut dire que 10 ans plus tard, il pourra avoir épargné 8 millilitres de filtration gloméruleuse, qui est tout sauf négligeable. On va revenir aux indications dans lesquelles il est certainement logique, même avec peu ou pas d'albuminurie, de prescrire un inhibiteur SGLT2. Forcément, plus l'albuminurie augmente, plus la pente devient de plus en plus pointue. Alors, sécurité de la molécule ou des molécules inhibiteurs GLT2, le Clinical Trial Center d'Oxford s'intéresse à ce qui est sérieux. Infection génitale, si vous prescrivez un inhibiteur GLT2 comme l'EMPA ou la CANA ou la dapagliflozine, vous allez voir de temps en temps des mycoses génitales mineures. On met en route un peu de diflucan ou un traitement local par Dactarin ou son équivalent, et ça va rentrer dans l'ordre en les quelques jours. Par contre, il n'y a pas de différence pour l'infection urinaire, urinary tract infection. Il n'y a pas de différence en termes de risque d'insuffisance rénale aiguë. Il y en a même plutôt moins. Toutes les études d'inhibiteurs GLT2 le montrent. Il n'y a pas de différence significative pour la déshydratation, pour la toxicité hépatique. Il y a de rares cas d'acidocétose, essentiellement chez le diabétique de type 2, chez le non-diabétique. Ça n'existe quasiment pas. Il n'y a pas de différence, même s'il y a une petite tendance. Il y en avait une qui était significative, la canagliflozine avec l'EMPA. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de différence en termes de fracture, d'hypoglycémie ou de déshydratation symptomatique. Donc, l'utilisation de cette famille de molécules est très sûre dans une vaste gamme de patients. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut le prescrire à des patients, on va dire, fragiles, frail, comme on dit en anglais? Eh bien, une sous-analyse d'Empakine a tenté de répondre à cette question en classifiant les patients sur base d'un modèle qui prédit le risque d'hospitalisation. Ce modèle est basé sur des comorbidités, sur les hospitalisations récentes, puisqu'on sait bien entendu que si on a été hospitalisé récemment, on augmente son risque d'être réhospitalisé. Eh bien, vous voyez que selon le risque d'hospitalisation de moins de 20%, en haut à gauche, à plus de 45%, vous voyez que dans tous ces sous-groupes, l'empagliflozine en rose fait mieux que le groupe placebo. Donc, ligne verticale où vous avez le hazard ratio de 1, dans les 4 sous-groupes, moins de 20%, 20 à 35, 35, 45, plus de 45, l'EMPA fait mieux que le placebo. Et vous voyez que comme le risque absolu, si le risque d'hospitalisation dépasse 45%, comme le risque absolu de ces patients fragiles est plus élevé, eh bien, le bénéfice qu'il retire de la prescription de ce médicament est plus élevé, puisque le risque absolu est plus élevé et que donc si le risque relatif est le même, on réduit le risque de, on va dire, 25 à 30%, comme vous pouvez le voir ici, mais le risque absolu va davantage diminuer, ce que la diapositive vous montre ici, où vous voyez que selon le risque d'hospitalisation, les barres bleues et rouges vous montrent clairement que pour le critère d'évaluation primaire, on va réduire de manière, j'ose dire, dramatique le risque du critère d'évaluation primaire, c'est-à-dire la dialyse ou le décès cardiovasculaire, pour faire court, ou la progression de la maladie rénale, et ceci pour l'hospitalisation de toute cause. Et quand on va vers la droite, comme le risque absolu est plus élevé, on gagne davantage en prescrivant la molécule. Alors, pourquoi est-ce que les inhibiteurs GLT2 sont néphroprotecteurs, protègent le rein? Certainement en partie par la réduction de l'albuminurie, certainement par un petit effet sur la pression artérielle, certainement chez les diabétiques par un petit effet antidiabétique, mais chez l'insuffisance rénale, l'effet antidiabétique n'est pas l'effet qu'on recherche, et il y aura moins de sucre dans les urines si on a une insuffisance rénale, parce que l'inhibiteur GLT2, il y en aura moins qui va pouvoir agir. Mais malgré ça, on a un effet néphroprotecteur. Donc, il y a peut-être d'autres mécanismes de réduction de l'hypoxie rénale, la consommation d'oxygène, le stress oxydatif. À la limite, comme clinicien que je suis, et vous aussi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir un effet protecteur. Alors, les guidelines KDIGO, je vais revenir aux principaux messages. On a eu un groupe multidisciplinaire mené par Adira Levin du Canada et Paul Stevens du Royaume-Uni. Vous avez les noms des experts ici. C'est un groupe multidisciplinaire, néphro adulte et pédiatrique, médecine de première ligne, biologie clinique, diététique, nursing, venant d'une série de pays du monde. Et je ne vais pas les lire, mais vous pouvez lire la diapositive. Comme moi,
Et la méta-analyse qui est menée sur base des études avec les inhibiteurs GLT2, je vais passer rapidement. Décès cardiovasculaire, hospitalisation pour insuffisance cardiaque, vous avez toutes et tous certainement entendu parler de l'effet cardioprotecteur, notamment en matière d'insuffisance cardiaque, des inhibiteurs GLT2. Donc, vous ne serez pas surpris que chez les diabétiques et les non-diabétiques, il y a un gros effet protecteur, une réduction du risque de 23% dans les deux sous-groupes. Pour le décès cardiovasculaire, c'est la même chose, tout est à gauche. Pour le décès de toute cause, idem. Par contre, pour le décès de cause non cardiovasculaire, ben, les inhibiteurs GLT2 ne protègent pas contre la pneumonie ou le cancer. Il n'y a pas d'effet et c'est quelque part réconfortant que ça soit comme on s'y attend. La progression de la maladie rénale, il y a une protection dans les deux sous-groupes diabétiques en haut, non diabétiques en bas. L'insuffisance rénale aiguë, même chose. Diabétique en haut, non diabétique en bas. Enfin, dans les 3 essais cliniques menés chez des patients avec maladie rénale chronique, dont je vous ai parlé brièvement et un peu plus longuement pour EMPA-Kidney, il y a une protection rénale. Chez les diabétiques, on est très nettement à gauche, une réduction du risque de 34% dans la méta-analyse. Et chez les non-diabétiques, la réduction du risque est de 28%. Et dans les deux sous-groupes, c'est très significatif. Je vais rien faire de spécial. Je ne crois pas, mais je suis navré. Le son fonctionne. Je viens de vérifier que ça fonctionne. Ouais. OK. Alors, la méta-analyse du Lancet des mêmes essais cliniques chez les patients atteints de maladie rénale montre ce qu'on économise et montre le tout petit prix à payer. Ce tout petit prix à payer, c'est en termes d'acidocétose chez les diabétiques de type 2 uniquement. Et en termes d'amputation, pourquoi? Parce que la méta-analyse inclut les essais avec la canagliflozine, la DAPA et l'empagliflozine. Mais on n'a pas vu de sur-risque, si j'ose dire, d'amputation avec les deux dernières molécules que j'ai citées. On n'a pas vu non plus dans les études les plus récentes avec la cana, et personne ne sait si ça a été malencontreux sans qu'il y ait une base biologique ou pas. Alors, donc, les recommandations KDIGO sont de 2 niveaux. Niveau 1, on recommande. Niveau 2, on suggère. Et puis, il y a un niveau d'évidence qui est de A à D. Je vais passer rapidement. Mais les recommandations principales concernant les inhibiteurs GLT2 sont résumées ici. 1. KDIGO recommande de traiter par inhibiteur GLT2 les patients qui ont un diabète de type 2, une maladie rénale chronique et une GFR qui dépasse 20, et c'est un niveau 1A. Recommande également de traiter par inhibiteur GLT2 les adultes, même non diabétiques, qui ont une maladie rénale chronique et un DFG qui dépasse 20, avec une albuminurie qui dépasse 200. Ce sont les critères de remboursement de la dapagliflozine et de l'empagliflozine, et ou une insuffisance cardiaque, quelle que soit l'albuminurie, et c'est un niveau 1A, les multiples études menées avec les inhibiteurs GLT2 dans l'insuffisance cardiaque. Il y a une suggestion plus prudente de traiter par inhibiteur GLT2 les adultes qui ont un DFG entre 20 et 45 et une albuminurie inférieure à 200, niveau 2B. B parce qu'il n'y a qu'un seul essai clinique, et niveau 2 parce que ça mérite, comme la discussion, comme la diapositive, je reviens en arrière 2 secondes, le montre ici. 2, nous suggérons, la majorité des personnes voudraient que vous mettiez en œuvre cette intervention, mais il y en a toute une série qui trouveraient que les inconvénients dépassent les avantages, alors que le niveau 1 est l'immense majorité devrait avoir le traitement. Donc, lifestyle, mode de vie, alimentation, activité physique, arrêt du tabac, surveillance du poids, bien entendu important. Première ligne du traitement médicamenteux, une statine chez les patients insuffisants rénaux chroniques, surtout diabétiques, mais beaucoup d'entre eux non diabétiques. Un IEC ou un sartan s'ils sont hypertendus et ou ont une albuminurie, et un inhibiteur GLT. 2 lignes suivantes, dans des cas sélectionnés, un GLP1, il y a des données récentes qui confirment un effet néphroprotecteur, de la finérénone, d'autres antihypertenseurs, des antiagrégants plaquettaires ou d'autres traitements que je ne vais pas détailler. La gestion des médicaments en cas de maladie intercurrente. Bien sûr, si quelqu'un a une grosse gastroentérite, on peut parfaitement lui dire d'arrêter les diurétiques, les IEC, les sartans, les inhibiteurs GLT2, les anti-inflammatoires de grâce, pas chez le patient atteint de maladie rénale chronique, et la metformine, mais il est essentiel d'avertir le patient que dès qu'il se sent mieux, il peut reprendre ses médicaments pour ne pas perdre le bénéfice néphroprotecteur pendant plusieurs mois.
si vous ne le voyez plus après cet épisode. Et donc, il y a différents niveaux de prise en charge, depuis la première ligne jusqu'à la prise en charge néphrologique à mesure que la fonction rénale diminue, ou d'un team multidisciplinaire qui va chez une sélection de patients préparer la prise en dialyse ou la transplantation rénale, mais ceci ne concerne qu'une partie des patients. Alors, qui référer au néphrologue? Mais j'ai essayé d'être synthétique sur les deux diapositives qui suivent. La première, c'est qui référer, et la deuxième, c'est qui ne pas référer. Soyons clairs, quand la cause est peu claire et que les comorbidités sont modestes, n'hésitez pas à envoyer un mail, à donner un coup de fil au néphrologue de votre choix. Et ceux qui ont l'habitude de me contacter savent qu'ils sont habituellement extrêmement bien reçus. Si la GFR est inférieure à 30-45, si on n'a plus de, il n'y a pas de limite arbitraire, on peut dire 65, on peut dire 70, ça dépend des comorbidités. Clairement, quelqu'un qui a un profil gériatrique et 44 de GFR, la première priorité, si ça progresse lentement, n'est probablement pas de l'envoyer au néphrologue, mais si la chute, la pente de la GFR est une chute de plus de 5 millilitres par an, avant la mise en route d'un IEC d'un certain inhibiteur GLT2, n'hésitez pas à contacter le néphrologue. Plus l'albuminurie est abondante, plus vous savez que ça va progresser rapidement, plus il est important de voir avec le néphrologue ce qu'on peut faire. Ça comprendra un inhibiteur GLT2 dans pas mal de cas, un IEC ou un sartan. Si vous avez une microhématurie inexpliquée ou une hypertension résistante, ou toute autre raison, et les questions de votre part sont les bienvenues. Par contre, un diabétique de type 2 qui a une albuminurie non progressive, qui a une rétinopathie, et vous le revoyez et l'albuminurie continue à augmenter, il a maintenant 500, 600, je ne vois aucune raison pour laquelle vous devez l'envoyer au néphrologue pour mettre en route un inhibiteur GLT2. Et la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de s'inquiéter s'il y a un dip de 3 à 4 millilitres après la mise en route. C'est attendu et ça annonce un effet néphroprotecteur. Donc, de grâce, mettez en route l'inhibiteur GLT2, prenez éventuellement l'avis du néphrologue, mais il n'y a pas de nécessité de faire un contrôle de créatinine 15 jours plus tard. Je ne dis pas que chez un insuffisant cardiaque sévère diabétique, ça n'est pas utile dans les cas sélectionnés, mais chez la plupart des patients, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous avez une autre cause clé, j'ai pris un exemple caricatural, une pyélonéphrite chronique ou une autre maladie inactive avec une albuminurie entre 200 et 1000 par exemple, une GFR à 45, vous mettez en route un inhibiteur GLT2 et vous envoyez le patient au néphrologue, mais il n'y a aucune urgence à le faire. Donc, la conclusion, c'est que la mise en jour 2024 des guidelines CADIGO sera, j'en suis convaincu, mais j'ai un conflit d'intérêt que j'ai déclaré, précieuse pour un grand nombre de cliniciens dans le monde. La prise en charge de la maladie rénale progresse rapidement et les inhibiteurs GLT2 et d'autres molécules qui continuent à arriver, mais surtout les inhibiteurs GLT2 parce que l'utilisation est vraiment très simple, est une vraie révolution, mais une révolution dans les essais cliniques, c'est bien, mais cette révolution, elle n'est concrétisée ou finalisée que si elle est mise en pratique. Donc, votre rôle, en particulier en première ligne, mais s'il y a des cardiologues qui nous écoutent, ben, ils sont les bienvenus également. Il est crucial de dépister les sujets à risque. C'est d'autant plus important qu'on va avoir d'autres médicaments néphroprotecteurs où les phases 3 commencent. Et j'ai eu l'occasion, après avoir été reviewer d'un papier dans Lancet Global Health, de réexpliquer les quelques éléments qui sont dans la conclusion. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer cet article qui est court et qui est en anglais, mais qui vous avez eu l'essentiel des messages lors de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je voulais, lors de cette dernière diapositive, vous rappeler l'importance que vous pouvez jouer, le rôle clé que vous pouvez jouer en première ligne dans le dépistage des sujets à risque de maladies rénales chroniques. Je suppose que tout le monde aura compris que le petit pot d'urine est un moyen mnémotechnique. Merci de votre attention. Ok, parfait. Donc, on vous invite à poser vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais vous montrer quelques dias. Donc, simple aussi, en remerciant la société Boehringer Ingelheim, qui a permis d'organiser cette activité scientifique et éducationnelle dans le cadre des webinaires. Donc, un grand merci à Boehringer. Alors, on a du temps pour des questions, mais je sais que ce qui vous préoccupe aussi, c'est l'accréditation. Donc, comment faire?
Eh bien, donc, vous pouvez scanner avec votre téléphone le QR code qui est là et vous arriverez directement sur une page qu'on vous invite à remplir en indiquant clairement votre numéro INAMI, nom, prénom et numéro INAMI, et on se chargera de toutes les démarches. Sinon, une autre façon de faire, c'est d'utiliser le lien qui est là. Isabelle, on va le copier dans le chat. On peut peut-être le faire d'emblée, comme ça. Et j'ai personnellement testé les deux liens qui fonctionnent. Donc, Voilà. vous ne devriez pas, je crois, avoir de difficultés. Donc Isabelle est en train de le copier dans le chat. Donc si vous avez des difficultés à si vous avez des difficultés avec le QR code, donc l'alternative. Donc Michel, première question, serait-il possible de disposer du PowerPoint? Et la réponse est évidemment oui à mes yeux. Pour moi, aucun problème. Alors, je pense que de toute façon, l'enregistrement sera disponible sur le site de Louvain Médical. Mais si quelqu'un estime utile d'avoir le PowerPoint, moi, pas de difficulté. Oui. Alors, question de Guy Becken. Guy, merci d'être parmi nous. Merci Michel. Estimes-tu que les conditions de remboursement INAMI sont adaptées actuellement ou trop restrictives? Alors, et donc, Guy, ta question, je suppose, concerne bien les inhibiteurs GLT2, c'est comme ça que je le comprends. Je réponds. Aussi, oui. Je réponds. Très clairement, donc, les critères de MPA-Kidney sont des critères larges, dans lesquels entre 20 et 45 sans albuminurie. Personnellement, je prescris un inhibiteur GLT2 à une partie de ces patients, ceux qui sont plutôt jeunes et ou avec peu de comorbidité. Si on n'est pas une 0,8 ml, ils n'ont pas d'albuminurie ou très peu. On n'est pas une 0,8 ml par an, mais s'ils ont 30 ans, 30 ans plus tard, ils auront épargné 24 ml. 0,8 fois 30, ça fait 24, ça n'a pas changé depuis l'école primaire. Maintenant, chez un vieux monsieur ou une dame âgée de 84 ans qui n'a pas d'insuffisance cardiaque et qui a 44 de GFR, je pense que là, clairement, l'indication de prescrire un inhibiteur GLT2 pour ralentir la dégradation fonctionnelle, elle est franchement discutable. Alors, j'aurais personnellement préféré, et Beringer m'avait demandé mon opinion et quelques conseils, mais j'aurais personnellement préféré, bien entendu, que les critères de remboursement soient larges et qu'on puisse faire un choix éclairé sur base de ce que je viens d'expliquer. Ça n'est pas le cas et il y a évidemment des contraintes budgétaires à la clé. Maintenant, pour être tout à fait clair, je n'hésite pas chez tous les patients où je pense qu'il y a un bénéfice à en parler. Et ce bénéfice, pour appeler un chat, si vous, pour être tout à fait clair, si vous coupez 25 mg de la molécule de Boehringer, le coût quotidien non remboursé est inférieur, c'est 0,7 € par jour. Donc, on ne discute quand même pas de somme. Ça va bloquer quelques patients, mais la majorité, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, sur un mois, ça va être le coût d'un cinéma pour 2 personnes. Et s'ils sont un temps soit peu, voire même moins que ça, s'ils sont un temps soit peu motivés par leur santé, clairement, ils n'hésitent pas. Alors, on a une question. On te remercie pour la qualité de ton exposé, Michel. Alors, question à propos de la clearance. Lorsque la clearance mesurée est très différente du calcul de la EGFR, faut-il privilégier la clearance mesurée ou la clearance calculée? Alors, la récolte d'urine de 24 heures est un examen qui a été prêché par mon maître Vanni Porzel il y a longtemps et qui est entré aux Invalides, pas mon maître Vanni Porzel qui est malheureusement décédé il y a quelques années, mais la récolte d'urine. Elle a encore sa place chez les patients atteints de glomérulopathie sévère sous immunosuppresseurs. Et ça, c'est mon job comme spécialiste, voire super spécialiste, d'expliquer à ces patients sélectionnés pourquoi c'est important. En dehors de ça, la récolte d'urine s'accompagne dans un grand nombre de cas de problèmes de récolte. C'est trop peu, c'est pas ce qu'il fallait. J'étais en train de faire des courses au Colruyt ou au Deleuze au moment où je devais faire pipi dans le petit pot, donc la récolte était incomplète. En clair, utiliser le débit de filtration glomérulaire et pas une récolte d'urine de 24 heures. Il n'y a plus de place en première ligne pour une récolte d'urine de 24 heures. Ok, merci. Alors, faut-il s'intéresser à une osmolalité urinaire inférieure à 200 lorsque le ou la néphrologue estime que la patiente ne boit pas assez? Quel suivi proposé? L'osmolalité, en dehors de quelques circonstances, et l'osmolalité ou la densité urinaire, l'osmolalité est un peu plus chère, mais c'est plus précis, nous sommes d'accord. L'osmolalité urinaire, elle a un intérêt dans deux pathologies, le lithiase
On a intérêt à diluer les urines, et donc plus l'osmolalité est basse, mieux c'est. Et un patient qui vous dit qu'il boit 3 litres, mais qui a une osmolalité à 650 sur un échantillon d'urine, il y a un problème, manifestement, il ment. Je m'excuse de le dire de manière un peu carrée. Et la polykystose rénale, pour des raisons qui sortent du cadre de cet exposé, mais si on dilue les urines, ça ralentit la croissance des kystes. C'est ce que le médicament tolvaptan, qui est remboursé par l'INAMI dans les indications sélectionnées, fait. Il va entraîner une polyurie. Alors maintenant, est-ce que de boire beaucoup d'eau ralentit la dégradation de la fonction rénale? La plupart des médecins généralistes, et mon épouse est généraliste comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai beaucoup de respect pour cette profession qui est clé dans le cadre des soins de santé. Mais beaucoup de médecins généralistes et un certain nombre de néphrologues disent qu'il faut boire plus, c'est bon pour vos reins. L'évidence scientifique est nulle. Ne peut pas être plus clair. Donc, il n'y a pas un seul essai randomisé et contrôlé, il n'y a même pas d'études d'observation qui vont dans le sens. Alors, de là à dire qu'il faut vivre, si j'ose dire, comme un chameau, je n'irai pas jusque-là, mais il ne faut pas faire des boissons abondantes une obsession, aucunement, même si on a une insuffisance chronique, sauf si on a des lithiases urinaires ou une polykystose. Ben voilà, voilà une réponse claire et explicite. Donc, on ne reçoit plus de nouvelles questions. Je ne sais pas si tu as un dernier commentaire à faire, Michel. Enfin, tu as couvert beaucoup de choses. Oui, je pense que le commentaire principal serait de dire que la communauté néphrologique et les patients atteints de maladies rénales chroniques, qui sont nombreux, attendent vraiment beaucoup. Alors, je sais qu'il reste encore quelques barrières. Le dosage de l'albuminurie au jour d'aujourd'hui, on se bat pour que ça change, les néphrologues, est remboursé chez les diabétiques, n'est pas remboursé chez les non-diabétiques, mais on parle, là encore, si vous le faites une fois, on parle de 2 ou 3 euros. Le dosage de la créatinurie, lui, il est évidemment remboursé dans tous les cas. Donc, on parle d'une somme qui est vraiment très faible. Et le suivi peut être fait par un rapport protéines sur créatinine. Mais les conditions de remboursement étant ce qu'elles sont, vous avez besoin d'une mesure au moins pour voir si vous êtes dans les conditions pour demander le remboursement, par exemple, de l'impact glycose. Donc, quelqu'un me dit avoir posé une question dans le chat ici, mais honnêtement, je ne la vois pas, cette question. Donc, Si je peux la remettre. si ou alors vous la remettez maintenant, comme ça on peut y avoir accès, parce que dans le chat, il y a beaucoup de numéros INAMI et tout ça, c'est clair. On va regarder. Attendez, Peut-être qu'on va découvrir. On cherche. Hein. Ah oui, merci Michel. A-t-on des arguments pour prescrire dans la polykystose rénale You Alors, de Wegener. donc, dans les polykystiques ont été exclus des essais cliniques parce qu'on pense que dans la polykystose, les kystes et non pas l'hyperfiltration sont le mécanisme de progression. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas en principe une indication. Il y a un essai clinique, j'ai été revieweur de ça, il y a un essai clinique qui commence en France, qui est ce qu'on appelle un PHRC, donc un programme hospitalier de recherche clinique qui va répondre à cette question. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas logique de le prescrire en polykystique. Maladie de Wegener, si la maladie est éteinte sur le plan immunologique et qu'il y a plus de cortisone et il y a par exemple plus que de Limuran ou ce type de médicaments et qu'il y a une albuminurie et les conditions de remboursement, je n'hésite pas. Il y a des dégâts résiduels qui mènent à de l'hyperfiltration, ça peut parfaitement se discuter, comme dans la néphrite luptique et une série d'autres pathologies, au moment où je vais dire qu'on a clarifié ou d'autres. Est-ce que les avantages, et autre question que je vois, restent positifs chez les âgés de plus de 80 ans? Et j'aurais envie de dire que ça dépend à quel niveau de filtration glomérée et quel niveau d'albuminurie. Très clairement, plus le niveau d'albuminurie est élevé, plus on va dans le mur. Donc, à 80 ans, si on a 1 gramme 1000 d'albuminurie rapport albuminurie sur créatinine, la pente, on peut perdre 5, 7, 8 millilitres de filtration gloméraire par an. Donc, si on part de 80, il ne va rien se passer, on sera mort avant. Mais chez beaucoup de gens âgés, ils ont 35, 40, 45, et ça vaut la peine de prescrire un inhibiteur GLT2. Dans le doute, je pense qu'il vaut mieux prescrire. Alors, la question suivante, c'est si le patient fait une infection urogénitale sous inhibiteur GLT2, pouvons-nous retenter le traitement ou devons-nous abandonner? Alors, vous avez compris à quel point le mot révolution dans le titre le dit, à quel point je suis extraordinairement enthousiaste et motivé. Le bénéfice clinique pour les malades, il dépasse l'inconvénient chez la femme d'une vaginite, à candida, et chez l'homme d'une balanite, pour rappeler de manière concrète ce dont on parle. Donc, de grâce, réessayez. Alors, si vous avez 3 infections, j'ai vu au jour d'aujourd'hui, nous avons dans le service 300-400 patients sous inhibiteur GLT2. La quasi-totalité de ceux qui sont dans les critères de remboursement en ont un.
J'ai vu un seul malade au jour d'aujourd'hui, diabétique, multicompliqué, chez lequel il y a eu 3 infections originales. Il refuse qu'on le reprenne après la 3e. Mais je peux parfaitement le comprendre. Nous sommes tous là pour être empathiques et discuter avec les patients. Nous ne sommes pas des policiers. Hein. Ok, parfait. Ben, je crois qu'on a quasi écumé toutes les questions. Alors, bon, vous avez le QR code qui est devant vous. Et je voudrais terminer par en vous rappelant que notre couverture a évolué. J'espère que ce Louvain médical, vous l'avez en main. Vous l'aurez prochainement en main après vous êtes abonné. Le soutien de nos abonnés, il est critique. Notre présence sur les réseaux sociaux, eh bien, elle va être de plus en plus vive et assidue et on espère pouvoir compter sur votre soutien. C'est important pour la visibilité de la revue. Et alors, on vous convie à d'autres webinaires. Donc, il y en a un qui va traiter des succès, des leçons et défis du traitement de l'hémophilie que je vais animer moi-même en donnant à ça une vision bien plus globale que la pure hémophilie. On va essayer d'en faire un sujet qui sera d'intérêt pour toute notre communauté. Alors, vous savez que malheureusement, la semaine dernière, on a eu un gros problème technique. On avait un webinaire qui était destiné à honorer en quelque sorte la journée mondiale de la thrombose, mais donc on va le postposer et au 29 octobre. Donc on remet ça le 29 octobre en pouvant se libérer de tous les soucis techniques qu'on a eu et pour lesquels on s'excuse. Donc 29 octobre, webinaire, et alors un autre pour le 21 novembre. Donc on est actif, continuez à nous suivre. Et je me permets d'insister, on est ponctuel. En 1 heure, je crois qu'on a couvert quand même pas mal de choses. Et un très grand merci à toi, Michel, Un plaisir. pour Pas de un problème. superbe exposé, très bien, dynamique, avec plein d'enthousiasme, et aussi à ma collaboratrice, Madame Istas, sans laquelle ce type d'activité ne pourrait pas être ainsi organisé. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne soirée, à bientôt, on vous quitte. Et si vous avez un problème d'enregistrement de votre numéro INAMI, ben vous envoyez un email à Madame Istas au Louvain Médical et on fera de notre mieux pour traiter votre demande. À bientôt, bonne soirée.